Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Désolé pour ce léger retard, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Je vais revenir avec vous sur déjà cette séance qui est globalement calme sur les marchés actions de la zone euro en rebond technique. Je reviendrai sur ce qui impacte les marchés financiers depuis l'ouverture, depuis la session asiatique et puis l'ensemble des éléments qui sont attendus cette semaine. On parlera pétrole, on parlera dollar canadien et puis, comme d'habitude, un tour d'horizon des bougies japonaises en données 4 heures sur tout un panorama d'actifs financiers de paires de devises. Alors, tout d'abord, voilà, Crédit me confirme que le son et l'image fonctionnent normalement, donc merci beaucoup. Clairement, c'est une semaine, comme cela vous l'a été expliqué ce matin, qui est globalement standard sur le plan des indicateurs de conjoncture économique. Aujourd'hui, on attend aux alentours de 15h45, 16h les traditionnels chiffres hebdomadaires de la Banque Centrale Européenne qui met à jour l'étendue, le développement monétaire de ces différents programmes monétaires, dont le fameux programme de quantitative easing. Donc ces chiffres vont tomber dans l'après-midi. Tout au long de la semaine, on attend quelques statistiques américaines qui sont globalement importantes, mais surtout la semaine a commencé par cette intervention donc, de la Banque populaire de Chine. La Banque populaire de Chine, c'est la Banque centrale de Chine concrètement, qui a abaissé le taux de réserve requise pour les banques commerciales d'environ 100 points de base, 200 points de base d'ailleurs. C'est le mouvement de baisse le plus important depuis l'année 2008. Rappelons qu'en février dernier, il y avait déjà eu ce type d'opération. Alors les banques sont concrètement déjà en train d'essayer d'envisager ce que cela libère comme potentiel de crédits supplémentaires que sont désormais susceptibles d'accorder les banques en Chine en termes de crédit. Concrètement, c'est important et en tout cas, c'est ce qui soutient les marchés actions de la zone euro depuis ce matin. Doit-on lire ça comme un simple rebond technique après cette séance particulièrement baissière de vendredi dernier? Et puis globalement, la semaine dernière qui a été baissière sur les actions de la zone euro, c'est d'ailleurs la première semaine de correction au sein de la zone euro, c'était la semaine dernière. Il n'y en avait aucune depuis le début de l'année. Enfin, c'était des consolidations à plat. D'ailleurs, la semaine dernière a fait que désormais le CAC 40 est plus performant que le DAX depuis le début de l'année. C'est une chose à noter, car il s'est davantage replié la semaine dernière. La question qu'on doit donc se poser, avons-nous vécu la semaine dernière le point de départ d'une consolidation slash correction dont l'amplitude pourrait être supérieure? C'est ce que je pense sur le CAC 40 tant qu'on se maintient désormais sous les 5190-5210 points. Et je vais donc tenter de répondre davantage à cette question. Ce qui va être important cette semaine, c'est ce que j'appelle le news flow relatif au risque de défaut grec. La semaine dernière a été assez, je dirais, impactante en termes d'élargissement des spreads au sein de la zone euro. Je ne sais pas si par exemple vous avez regardé le rendement à 2 ans, le rendement à 3 ans de la Grèce, qui se sont écartés de plus de 500 voire 600 points de base en fonction de l'échéance. Clairement la Grèce reste sous pression. On a eu deux facteurs qui me paraissent importants à suivre la semaine dernière. Tout d'abord, première chose, un phénomène de flight to safety, flight to quality, avec une appréciation du prix du Bund que vous avez ici sous la forme d'une courbe verte et au contraire une semaine particulièrement baissière sur le DAX et au contraire et d'autre part un creusement, un élargissement des spreads de taux d'intérêt au sein de la zone euro avec une augmentation des rendements obligataires de l'Italie, du Portugal, de la Grèce, de l'Espagne, alors que ceux de l'Allemagne et de la France avaient tendance à se détendre. Donc voilà, ça c'est ce qui globalement s'est produit la semaine dernière. D'autres choses sont bien sûr importantes et qui ont encore eu lieu la semaine dernière. Ce sont des signaux d'une part, alors on l'a vu, de stabilisation du taux de change euro-dollar, stabilisation du dollar US, pardon, je vais essayer de l'évoquer, mais je pense désormais que tant le dollar US que le cross euro-dollar sont désormais dans des ranges. Ce qui est aussi important et qui s'est produit la semaine dernière et qui mérite maintenant confirmation, ce sont les signaux positifs qui ont été enregistrés du côté du prix du pétrole, tout simplement, sur le marché des matières premières. D'ailleurs, j'observais une chose, c'est l'entrée du marché action d'Arabie Saoudite, l'indice Tadawul, qui fait son apparition dans le top 10 des marchés boursiers
depuis le début de l'année. Bon, à cela s'ajoute, je dirais, le bon comportement boursier des actions du secteur pétrolier et du sous-secteur parapétrolier depuis un mois, qui laisse envisager davantage de progression du prix du pétrole. Je vous donnerai les indications que donne désormais l'analyse technique. Tout en vous rappelant que même si le calendrier macroéconomique peut sembler léger, eh bien, chaque séance de bourse voit l'avancement de la période des résultats trimestriels des entreprises aux États-Unis. Et puis d'autre part, le point de départ aussi, en tout cas l'entrée dans le vif du sujet, des résultats trimestriels des entreprises en Europe, avec déjà des entreprises du CAC 40 qui publient donc leurs résultats trimestriels cette semaine. Voilà donc concrètement ce qui va impacter l'ensemble des marchés financiers cette semaine. Je vous propose maintenant quelques vues d'analyse technique. Je ne vais pas forcément revenir sur tout ce qui a été balayé depuis ce matin, puisque c'est déjà globalement complet. Je vous montre ici un graphique de notre CFD France 40, FRA 40. Voilà comment je vois les choses. Depuis le mois de janvier, ce ne sont que des semaines soit neutres, soit positives qui se développent. Généralement, lorsque les semaines étaient flat, c'était des semaines de consolidation pour inscrire de nouveaux sommets. La semaine dernière est particulière parce que c'est la première semaine de correction, je dirais, ample sur les marchés actions de la zone euro, essentiellement sur le DAX, essentiellement sur l'Eurostoxx 50, un peu moins sur le CAC 40 et le MIB la semaine dernière parce que dans ces marchés se trouvent des compagnies pétrolières ou des actions appartenant au secteur parapétrolier. D'autre part, la semaine dernière, le secteur automobile français a profité des intentions du gouvernement français de monter au capital de Renault, ce qui a aussi soutenu Peugeot, ce qui a soutenu Valeo, ce qui a soutenu Michelin, et ce qui a fait que, justement, en performance depuis le début de l'année, le CAC est désormais devant le DAX. La séance du vendredi 17 avril a donné des signaux techniques négatifs, qui consistent ici en la rupture sur l'indice CAC 40 des 5210 points, 5190. Alors concrètement, voilà, on avait construit une espèce de pattern ici entre 5190 et 5270. Le marché est tombé sous les 5130. Mon opinion désormais est que, alors déjà, l'incertitude elle est où? Peut-on revenir chercher les sommets annuels? Pour ça, il faudrait franchir des résistances. Mais j'aurais tendance à dire que sous les 5210, 5213, le point de décrochage ici du 17 avril, il y a un risque de venir tester les 5100 points. Et donc sur le très court terme, je vois ce marché comme désormais neutre entre 5130 et 5190, avec, il est vrai, un biais plus négatif qu'auparavant, dans le sens où nous avons quand même vécu depuis la séance du 16 décembre une succession de semaines positives, près de 4 mois au fond, près de 4 mois de hausse très rapide. Alors, sans savoir, sans évoquer, sans réfléchir, enfin sans en mettre en avant des éléments de réflexion pour savoir si cette hausse est justifiée ou pas, dans tous les cas, 4 mois de hausse très rapide sur un certain nombre de marchés actions, notamment celui de la zone euro qui s'est apprécié de 20%. On peut aussi parler de la place boursière de Shanghai qui s'est appréciée de 30% depuis le début de l'année, et qui au fond, lorsque je regarde un peu la forme de la semaine dernière, eh bien je me dis que nous pourrions avoir une réplique. Alors, c'est ce que je vais penser sur l'indice CAC 40 tant que ce marché se maintient, je dirais, sous 5190, 5215, 5210. Refranchir ces éléments renverrait le CAC vers de nouveaux tops, ce qui est aussi envisageable. Mais en tout cas, sous cette résistance technique, je suis méfiant désormais, méfiant sur cette dynamique. Alors, le DAX, qui a davantage baissé la semaine dernière, se reprend ce matin de manière plus vive, notamment les grands acteurs industriels qui composent le DAX. Alors ça fait partie probablement des conséquences de ce qu'a annoncé la Banque Populaire de Chine le week-end dernier, avec cette baisse donc, du taux des réserves requises pour les banques, avec encore une marge importante d'avantage de baisse. Ça c'est donc quelque chose qui est certain, qui est censé à terme soutenir
le niveau de la croissance économique en Chine. D'ailleurs, quels sont en session asiatique, quels sont les actifs qui ont profité de ces annonces-là? Il y a eu des réactions sur les métaux industriels, il y a eu une réaction initiale sur le dollar australien, il y a eu une réaction initiale sur le prix du pétrole. Sur le cuivre, il y a eu une réaction assez légère, puisqu'en plus le prix de ce marché est retombé assez rapidement. Et au final, je lis la séance du jour comme peut-être un simple rebond technique, peut-être un simple retracement de la semaine dernière avant de consolider davantage. Alors on verra, je me trompe peut-être, mais c'est ce que je vais penser sur le CAC sous les 5210 et c'est ce que je vais penser sur le DAX sous les 12 200. Alors cela signifie que ce marché pourrait remonter, chercher ces 12 200, mais j'ai quand même le sentiment que nous sommes peut-être un peu plus près que les semaines précédentes pour consolider davantage. Alors pourquoi pas envisager à ce moment-là un Eurostoxx 50 qui reviendrait chercher un support à 3500 ou un DAX qui reviendrait chercher un support à 11 000. Franchement, c'est pas fait. La seule chose qui amènerait ce type de scénario, ce serait de rompre les plus bas de vendredi dernier. Mais voilà. Alors, ce qui peut créer ce type d'éléments, c'est bien sûr la dynamique à Wall Street. Bon, là, le marché action US se reprend après avoir corrigé la semaine dernière. Le Nasdaq et le Dow et le SP500 qui ont terminé la semaine, je dirais, sur une note plutôt négative. Essentiellement du fait d'ailleurs des premières observations des résultats trimestriels, essentiellement du côté du chiffre d'affaires de ces entreprises US. Mais voilà, bon là les marchés actions US se reprennent de manière globalement forte. Donc on est dans un rebond technique, je n'en connais pas l'amplitude, c'est certain, mais je dirais qu'il pourrait être limité par les 12 000 points sur le DAX et limité par les 5190, 5213 sur le CAC 40. D'autre part, lorsque j'étudie l'Eurostoxx 50, je pense que c'est désormais la moyenne mobile simple à 20 jours. Et donc les 3740 points, qui pourraient limiter la reprise. Donc en fait, il y a deux possibilités. Soit on a fait le point bas dès vendredi et ça relance, soit nous sommes simplement en train de vivre un retracement et nous aurons derrière une nouvelle jambe de correction. Et c'est ce qu'on peut finalement penser sur le CAC sous les 5210. Sur le DAX, je dirais sous les 12 000, 12 002 et sur l'Eurostoxx 50 sous les 3740 points. En tout cas, voilà donc à partir de quoi nous commençons cette semaine. La semaine dernière est particulière sur les marchés financiers. C'est une semaine dont nous n'avions pas connu les caractéristiques depuis le début de l'année, à savoir des semaines baissières sur les actions de la zone euro. Une semaine, bon ça c'est pas vraiment une surprise, toujours fermement baissière sur le rendement obligataire à 10 ans de l'Allemagne et de la France, mais pas forcément en Espagne, en Italie et absolument pas en Grèce. Donc un élargissement des spreads au sein de la zone euro lorsqu'on compare ces taux-là à ceux qui sont pratiqués sur la dette fédérale allemande. Et d'autre part, ce qui m'a marqué la semaine dernière et qui me semble pouvoir impacter encore à court terme les marchés, c'est ce qui s'est produit sur le pétrole, alors depuis la fin du mois de mars, mais avec une accélération la semaine dernière. Bon, les éléments qui peuvent être à l'origine de cette hausse du prix du pétrole, vous pouvez les lire ci et là. On voit déjà un début de réduction de la production de pétrole de schiste aux États-Unis, la décélération du restockage de barils de pétrole aux US, mais qui pour l'instant est toute naissante, il faudrait que les choses se confirment. Toujours les discussions qui tournent autour de ce que seraient amenés à faire les pays exportateurs, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, le comportement des actions qui appartiennent au secteur pétrolier qui ont été recherchées ces dernières semaines, l'entrée du marché boursier d'Arabie Saoudite dans
les meilleurs performeurs depuis le début de l'année. Bon, ça fait partie des éléments qui me laissent envisager la possibilité de voir le prix du pétrole peut-être avancer davantage. Alors, une partie du chemin importante a été faite, notamment la semaine dernière. Qu'en est-il à court terme? Je vais justement vous en parler. Alors vous avez sous les yeux les bougies japonaises H4 du CFD US Oil. On teste un niveau, mais je ne sais pas si c'est un bon niveau de support. Je me méfie en fait de l'accélération du prix du pétrole la nuit dernière. Cette accélération qui a été faite suite à l'annonce, et cette accélération qu'on a observée d'ailleurs sur l'ensemble des matières premières industrielles, qui a été faite suite à l'annonce par la BPOC de l'abaissement du taux des réserves obligatoires pour les banques, et un mouvement qui n'a pas été vu depuis 7 ans. 100 points de base, c'est significatif. D'ailleurs, les chiffres, les statistiques dans le secteur immobilier résidentiel en Chine ont été publiées samedi et elles ont confirmé le fait que justement le niveau de l'activité économique ralentissait en Chine. Je crois que c'est d'ailleurs depuis longtemps une baisse inédite du prix dans l'immobilier résidentiel neuf. En tout cas voilà, ça a fait partie des éléments qui expliquent l'amplitude de cette action qu'a menée la Banque centrale de Chine le week-end dernier. Il y a eu donc une réaction initiale sur le prix du pétrole, vous le voyez ici, avec le WTI qui a tenté de franchir les 56,60. Alors ça a été fait, puisque le marché a rejoint les 58,30. Le voilà désormais qui retombe et qui teste maintenant un support à 56,60. Moi, mon point de vue, c'est quoi? C'est concrètement, depuis qu'on est sorti d'un wedge au-dessus des 50, j'envisageais les 60. Est-ce qu'on peut encore voir 60 dollars alors que on cale sous 58,30? C'est de l'ordre du possible, tant qu'on tient d'une part 54,20 et d'autre part, je pense voilà, qu'on a désormais une zone support que je verrai entre 55 et 56,60. 56,60 c'est un premier niveau, mais c'est un niveau intermédiaire. Je ne sais pas en tout cas si il sera le bon. Voilà donc ce que je pouvais pour l'instant vous dire sur ces marchés-là. Il y a deux paires de devises qui sont liées aux anticipations, entre autres, mais pas seulement, aux anticipations d'évolution du prix du pétrole. C'est le CAD Yen et l'USD CAD. Alors, ce sont des paires de devises dont on vous a beaucoup parlé, notamment la semaine dernière, et notamment mercredi dernier, où a eu lieu la non-décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Le CAD Yen a débordé une résistance à 96,60. J'envisageais qu'il monte en direction des 98,80. Il s'est arrêté à 98,40. Peut-on encore envisager la hausse sur le CAD Yen? J'ai envie de vous dire, c'est comme pour le pétrole. Oui, tant qu'on tient un support que j'estime important, ce sont les 96,66. Maintenant, qu'en est-il sur le court terme? C'est comme le pétrole. On teste un support intermédiaire, 97, on va dire, 96,90. C'est comme le brut qui teste 56,60. C'est un niveau intermédiaire et je ne sais pas. De toute façon, ce n'est qu'une question de probabilité. Je dirais qu'elle n'est pas, extrêmement forte, que le marché la tienne pour rebondir davantage. Ce qui serait rassurant, ce serait sur le très court terme, je dirais que le CAD Yen se voit désormais enfermé entre 97 et 97,50. Et j'aimerais qu'on sorte de ce range pour statuer. Par contre, ce que je pense, c'est que les 96,90, 96,85 sont tout de même un bon niveau, et je pense toujours qu'on peut envisager 98,70. Alors, ce qui par contre mettrait complètement un terme à ces anticipations, ce serait d'effacer la hausse qui a eu lieu sur ce marché entre le 15 et le 17 avril. Et dans ces cas-là, ça annulerait complètement ces anticipations. Et ce serait exactement pareil sur le pétrole, c'est d'annuler tout le mouvement qu'a fait le marché entre le 15 et le 17. Si on retrace 100% de ça et qu'on rebascule en dessous, eh bien ce sera tout simplement terminé. Mais bon, j'ai encore bon espoir que ce marché, même s'il a atteint déjà un certain nombre d'objectifs de cours, soit capable de proposer davantage dans le sens de la hausse. L'USD CAD. Alors l'USD CAD
se reprend après avoir atteint 1,2080, qui était d'ailleurs une extension de Fibonacci à suivre, puisque c'est concrètement une des cibles théoriques de la sortie par le bas du range qui était compris entre 1,2380 et 1,28. Je vous ai positionné ici cette extension de Fibonacci, hein. J'ai simplement reporté vers le bas l'amplitude que les cours avaient balayée dans ce range pendant 3 mois, ce qui me permettait d'attraper 1,20,75. 1,20,75, c'était aussi le point de départ de l'envolée du 21 janvier qui avait vu cette baisse qui peut-être restera unique dans l'année du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. L'USD CAD rebondit donc depuis le test des 1,20.75, essentiellement du fait, je dirais, depuis quelques heures d'un rebond du dollar US. J'aurais tendance à dire que là aussi il y a deux niveaux qui me paraissent importants à suivre. D'une part, ce niveau-là, des 1,2250, un niveau intermédiaire. Pour l'instant, on cale en dessous. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Par contre, 1,2330 me semble toujours être une résistance très forte, une résistance solide. Si le marché allait chercher à nouveau 1,2330, je pense que nous aurions là une bonne résistance. Et donc, c'est comme le CAD-Yen, c'est comme le prix du pétrole, je suis partagé. J'identifie sur chacun de ces trois actifs 3 niveaux, enfin 6 niveaux, 3 intermédiaires, 3 forts, je n'arrive pas finalement à trancher entre quelle serait sur l'USDK de la bonne résistance ou sur le CAD-Yen et le prix du pétrole brut US le bon support. Mais voilà, j'aurais tendance à dire que ces marchés peuvent encore proposer quelque chose d'intéressant, notamment après la semaine passée, notamment après les mouvements qui ont été connus la semaine dernière. Alors voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur le WTI, c'est ce que je pouvais vous livrer sur le prix du pétrole, notamment le pétrole brut US. Le Brent, c'est un contrat que je suis moins. La dernière fois que j'ai évoqué le Brent, c'est lorsque ce marché a brisé les 59,75. Bon, c'était pas complexe. Le fait de franchir 59,75 m'a laissé envisager qu'on pouvait rejoindre les 63,50. Et maintenant, on cale. On est justement sous 63,50. Qu'est-ce qu'on peut désormais envisager? Le marché, depuis ce matin, forme un support. Ici. Qui s'établit sur cette zone, les 61,98. Le Brent à court terme, enfin depuis quelques semaines, sous-performe le pétrole, le prix du WTI. Peut-on malgré tout envisager que ce marché progresse davantage? On a un support en effet qui s'établit maintenant à 61,98, 62. Mais je serais davantage neutre sur ce marché, davantage neutre sur le Brent. Je dirais que au niveau entre 62 et 63,50, je ne sais pas trop quoi en penser en fait. Donc c'est pourquoi je me concentre davantage sur l'évolution du pétrole WTI. Alors, que penser du taux de change euro-dollar? Alors déjà cet après-midi des choses sont attendues. Normalement la Banque Centrale Européenne, je vais tout de suite voir si elle l'a fait, doit mettre à jour. C'est ce qu'elle fait chaque lundi en fait, hein. Elle donne, alors là, pour l'instant je ne les ai toujours pas ces données-là, mais ce sera disponible sur le site de la Banque Centrale Européenne. Bon, concrètement elle va expliquer ce qu'elle a acheté la semaine dernière comme actif dans le cadre de ses différents programmes monétaires. Moi je regarde simplement le chart de l'euro-dollar et je vois deux choses. En fait, je vois une chose, un niveau, 1,0713. Pourquoi c'est important, 1,0713? C'est le point de décrochage du 9 avril. Alors, c'était la ligne de deux coups d'un double top à indice 50. Lors de la séance du 16 avril, le taux de change euro-dollar a refranchi 1,0713. Et au fond, tant qu'on tient 1,0713, j'aurais tendance à dire que ça peut tenir. Donc c'est un niveau important, 0,713. Je pense que maintenant sur le très court terme, enfin de manière générale, cette paire de devises a complètement perdu sa nature directionnelle, hein. Mais au-dessus des 1,0713,
Ça me choque pas moi qu'on revienne chercher un 0,820. Enfin, je veux dire, voilà, je pense que on va s'établir maintenant dans cette zone-là, ici. Voilà, dans cette zone-là. Voilà. Donc je pense que nous serions dans ce type de range ici sur l'euro dollar, entre 1,0713 et 1,0850. Au final, moi, au-dessus des 1,0713, envisager un achat de l'euro dollar me semble une stratégie envisageable du point de vue de l'analyse technique et du money management. Donc en clair, moi des stratégies positives sur ce marché. Or, bien sûr, news flow relatif au risque de défaut grec m'invite à penser que c'est un niveau de support attractif pour envisager un 0,713 et puis derrière un 0,850. Le dollar US, on vous en a beaucoup parlé ce matin. J'ai aussi tendance à croire que suite aux statistiques décevantes publiées la semaine dernière, au report temporel selon les contrats futurs sur les Fed Funds de la date ce qu'envisage le marché comme étant la date du premier relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, me laisse finalement envisager un dollar US encore sous pression cette semaine, ce qui me conforte dans le fait qu'euro-dollar pourrait tenir un 0,713. Abandon complet de mon anticipation si l'euro-dollar rebasculait sous les 1,07. Mais j'ai envie de dire que du point de vue du money management, moi, se placer sur du 1,0713 sur le taux de change euro-dollar me paraît tout à fait intéressant. De même qu'envisager un rebond du pétrole au-dessus des 56,66 ou encore le CAD yen. Ce qui serait vraiment attractif sur le CAD yen, c'est de refranchir la résistance à 97,50. Et alors là, autant vous dire que si le CAD yen refranchit les 97,50, je pense que cette fois-ci, nous allons chercher les 98,80. Donc le CAD yen me plaît. Tout comme le WTI, vous le savez, depuis la semaine dernière. Alors bon, voilà concrètement, moi c'était les actifs sur lesquels je souhaitais revenir. Après, il y en a plein d'autres. Vous avez peut-être des questions sur ces actifs. N'oubliez pas le news flow qui concerne le risque de défaut grec. Il y a des choses qui sont attendues. En gros, vendredi prochain, l'Eurogroupe se réunit. L'Eurogroupe, qu'est-ce qu'il va décider? L'Eurogroupe va décider du déblocage du solde de 7,2 milliards d'euros, dont a besoin la Grèce pour faire face à ses échéances de dette publique et faire face à ces échéances vis-à-vis du Fonds monétaire international. Cet argent pourrait ne pas être libéré vendredi prochain, mais l'Eurogroupe envisagerait un nouveau délai de 2 semaines. 2 semaines, pourquoi un délai? Pour permettre au gouvernement d'aller plus loin dans ces mesures justement de réforme. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer, et je vous invite donc à retenir 3 niveaux: 1,0713 sur l'euro-dollar, 56,60 sur le WTI, 97 sur le CAD yen. Ce sont concrètement les 3 actifs qui là m'interpellent au début de cette session US. Alors je vais répondre à vos premières questions. Alors, première question sur l'euro-yen, question de Crani sur l'euro-yen. Alors, je vais vous parler de l'euro-yen, mais je viens de penser que le GBP yen présentait peut-être quelque chose d'intéressant. Alors première question sur l'euro-yen, y a-t-il une divergence? Je vais répondre à cette question en chargeant le chart et en me mettant en données journalières. Alors, je dirais que je vois sur l'euro-yen, le GBP yen et l'USD yen, mais essentiellement sur l'euro-yen et le GBP yen, quelques points communs. Ce qui me plaît sur l'euro-yen et le GBP yen, c'est finalement la non-confirmation des plus bas du 14 avril. Le 14 avril, l'euro-yen et le GBP yen ont fait des nouveaux plus bas en séance, qu'ils n'ont pas confirmés. J'ai presque même envie de dire qu'on a presque eu sur l'euro-yen et le GBP yen, lors de la séance du 14 avril, peut-être un piège baissier. J'ai pas une conviction hyper forte là-dessus, mais j'ai tendance maintenant à penser, sans parler de ce phénomène Crani, je le mettrai pas en avant, mais qu'il existe la possibilité de voir l'euro-yen
tenir les 126,90. Mais, toujours dans ce type de construction technique, je vais m'intéresser à ce que fait le GBP Yen au-dessus des 177, avec notamment cette séance du 14 avril qui a vu le GBP Yen s'enfoncer sous les 175,50 avant de se reprendre en vous proposant ici une structure en avalement haussier, puis une seconde ici sur 175,80, puis à nouveau le franchissement des 177, et donc on peut considérer 177 sur le GBP Yen comme un niveau de support, pourquoi pas attractif, pour envisager une hausse en direction des 180. Sur l'euro-yen, c'est plus complexe car nous avons ici des chandeliers qui ont tendance à se malmener les uns les autres, mais j'ai peut-être aussi le sentiment qu'on a tenté, suite à cette séance du 14 avril, de construire au-dessus des 126,80 une espèce de formation arrondie, et donc finalement l'euro-yen pourrait tenir justement ces 127,50. Et mais on a tout de suite une première résistance ici à 128,75. Il y a donc une configuration qui me semble un peu différente du GBP Yen, mais envisager un euro-yen osciller en début de semaine entre 127,60 et 128,70, une centaine de pips, me semble tout à fait envisageable. Alors, l'USD Yen propose depuis ce matin une reprise à proximité d'un support fort à 118,30. D'ailleurs, il n'a pas fait exactement 118,30, hein, le taux de change, il a fait 118,50. Mais oui, d'une certaine façon, j'ai le sentiment que ce marché pourrait tenir ces 118,30. Mais bon, entre GBP Yen, USD Yen et Euro Yen, je reconnais l'existence d'un trading range ici sur l'USD Yen. Je suis méfiant du point de vue de l'USD, mais au fond l'USD se reprend bien. Donc en restant factuel, on est dans un range 118,30, on va dire 120,60. Pourquoi pas rester davantage entre ces deux bornes en début de semaine. Mais c'est très difficile d'envisager les choses, sachant que les 1,0713 me semblent pouvoir tenir sur l'euro-dollar, tout comme les 118,30, 118,50 sur l'USD Yen. Alors bon, je vais pas trop me casser la tête et considérer que ce sont deux niveaux de support susceptibles de tenir et de faire confiance à ces niveaux jusqu'à ce qu'ils soient rompus. Dans tous les cas, ils permettent de gérer son risque. Alors, mais si votre question est de savoir quelle est ma paire en yen favorite sur le court terme, c'est le CAD yen. Le CAD yen. Alors, seconde question sur le S&P 500. Le SP500, notre ami le SP500. Il a réalisé une séance du 17 avril négative. Il se reprend de manière impulsive d'ailleurs, au-dessus d'un support établi par l'analyse technique à 2070 points. Je reviens sur cette séance du lundi 6 avril et qui avait vu les Wall Street progresser de manière ferme mais seule, car les marchés actions de la zone euro étaient fermés. C'était le week-end pascal. Ensuite, le SP500 a construit un espèce de fanion dont la base se situe à 2072. Ces 2072 points qui ont permis d'attraper un point bas lors de la séance du 17 avril. Depuis, ce marché propose ici un chandelier H4 qui est particulièrement bullish. Dans l'absolu, c'est un marteau. On refranchit 2090. Le SP500, sur le court terme immédiat, peut revenir tester les 2110 points. Les 2110 points qui sont le point haut de la semaine dernière, surtout qu'on fait quand même là une reprise qui est globalement forte. Le SP500 évolue depuis le début du mois de mars dans un range 2040-2110. Il y a une espèce d'oblique descendante. Voilà, je pense qu'en effet on peut aller chercher ces 2110, tout comme CAC 40 peut
tester cet intervalle 5190-5210, mais peut-il le refranchir? On verra bien, hein. La réaction sera importante lorsqu'on les testera. Ce qui me permet toujours d'envisager un DAX toujours retracé la semaine dernière, mais pour le moment je vois ça comme un simple rebond technique. J'ai en tête une hypothèse de réplique. Réplique, c'est quoi? Un second choc. Encore une séance ou deux qui verrait ce marché peut-être faire -2, -2,5, quelque chose comme ça. La semaine dernière change quand même des semaines auxquelles nous étions habitués depuis le milieu du mois de décembre dernier. Il y a eu du volume vendredi. Voilà. Pour toutes ces raisons, je pense qu'on peut encore subir un choc. Regardez la moyenne mobile simple à 20 jours, si vous voulez, sur l'Eurostoxx 50. Ça peut servir de frontière graphique entre ces deux scénarios. Alors JP Trade nous donne des informations sur ce qui est envisagé à propos donc du titre Renault. Merci JP Trade pour ces détails. Visiteur, la journée de vendredi sera-t-elle enregistrée? Oui, elle le sera. De manière générale, de toute façon, lorsque nous réalisons ici des directs, vous avez automatiquement l'enregistrement sur notre chaîne live stream, et d'autre part, dans un second temps, nous sommes en mesure de les poster sur notre chaîne YouTube DailyFX France, et c'est en effet ce que nous ferons pour l'ensemble des conférences de vendredi prochain. Alors, question sur le Bund. Qu'est-ce que moi je peux vous dire sur le Bund? Le Bund, qu'est-ce que je vous dis finalement depuis le 9 mars? De rester long sur ce marché jusqu'à ce que le rendement allemand à 10 ans soit négatif. Il a fortement chuté jeudi, vendredi dernier. Cette chute du rendement obligataire s'est accélérée d'une part lorsqu'il y a eu des tensions sur ceux de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, etc. Et d'autre part lorsque jeudi et vendredi les marchés actions de la zone euro ont baissé. Et donc je pense que oui, on peut aller plus haut, que le premier support s'établit désormais à 160 ici sur le prix, et que on peut tout à fait aller plus haut cette semaine sur le Bund. Je pense qu'on peut aller plus haut cette semaine, à la fois si la Bundesbank mène, comme elle le fait chaque semaine, ses achats, et d'autre part, si j'envisage une réplique de correction sur le DAX, cela pourrait profiter au Bund. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, quoi. Alors, Jarlot vient de nous communiquer les chiffres à jour de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne qui donne donc les détails de ces différents programmes monétaires, le stock atteint par ces différents programmes en date du 17 avril. Merci, donc je viens de poster ici le lien. Moi je m'intéresse ici à ce dernier programme, celui de quantitative easing. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que la semaine dernière, la Banque Centrale Européenne a suivi son rythme de croisière, puisque en date du 10 avril, elle avait annoncé avoir mené 61 milliards d'achats de titres de dette au sein de la zone euro. Voilà qu'elle en a mené la semaine dernière 11 milliards de plus. Alors c'est peut-être en dessous de sa moyenne, mais globalement, voilà, ça reste tout à fait satisfaisant. Donc voilà, la Banque Centrale Européenne, la semaine dernière, a mené sans difficulté son programme de quantitative easing. Merci pour ce chiffre. Alors, combien coûte la journée de conférence du vendredi 24 avril? Eh bien, ça n'a simplement aucun prix. Ça ne coûte pas d'argent, ça vaut zéro, c'est gratuit. Il vous suffit simplement d'arriver ici à 8h45 et de rester donc devant la salle de trading, puisqu'il y a, voici le programme, hein, hop, vous l'avez sous les yeux. Je vous donne le lien. Voilà, je vous en donne le lien. On a des invités, ce sera comme ça le dernier vendredi de chaque mois, sauf pendant l'été. Et voilà, on espère que cela vous contente.
Alors, qu'est-ce que je pense de l'USD CHF? Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas posé cette question. Je n'en pense plus grand-chose des paires en francs. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, la Banque nationale suisse elle est susceptible d'intervenir sur ce marché, ce qui crée du risque. Et moi, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que le franc se renforce face à l'euro depuis la fin du mois de février. Le franc se renforce d'ailleurs fortement face à l'euro. Ce qui justement augmente le risque de voir une intervention de la Banque nationale suisse. Donc, lorsque je regarde la courbe du taux de change euro-CHF, je n'ai pas envie de vous proposer de prévision sur le franc, sur le marché d'échange. Voilà, donc pour conclure, je vois un support à 1,0710 sur l'euro-dollar qui est susceptible de tenir. Je vois une résistance sur le CAC entre 5190 et 5210. Ok, c'est large, mais c'est comme ça. Le CAD me plaît. Le pétrole me plaît beaucoup. Et notamment au-dessus des 56,60, j'ai le sentiment que le pétrole pourrait rebondir en direction des 60 $. Et je vois, dis donc, qu'il est en train de s'emballer. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et puis voilà, concrètement, je vous ai donné mes différentes vues de marché. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Jarlot de nous avoir communiqué le lien pour suivre les chiffres à jour des différents programmes de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Le pétrole, vous devez le suivre. De même que l'évolution du dollar canadien, notamment si vous vous intéressez au marché d'échange et si vous ne traitez pas le pétrole, il y a un lien intermarché qui me semble suffisamment fort. Et je pense que notamment si le CAD devait refranchir les 97,50, qu'il pourrait rebondir et reprendre sa marche en avant en direction des 98,80, voire des 100 yens. Et puis voilà. Et je termine donc sur les chandeliers H4 du contrat US Oil. Merci à tous et à 17h30 vous retrouvez le programme Closing Bell avec notre analyste Sylvain Le Gadanin qui vous reproposera un bilan de cette session de scalping sur le DAX et le CAC. À 18h un webinaire éducatif sur la partie numéro 4 du webinaire pédagogique sur le scalping. Et enfin, moi je vous retrouve demain pour le morning meeting qui aura été précédé du Good Morning CAC 40. Merci à tous.